Nous poursuivons ce journal avec la rubrique santé du jour et nous recevons pour l'occasion Ingrid Maceo, coach en psychoneuronutrition. Nous attendons vos appels au 02 62 29 24 30. Bonjour Ingrid, donc Bonjour. je le disais, vous êtes coach en développement personnel spécialisé en psychoneuronutrition. Concrètement, qu'est-ce que c'est que la psychoneuronutrition ? La psychoneuronutrition, c'est l'idée de regarder le mécanisme de la nutrition en combinaison avec ce qui se passe au niveau psychologique et ce qui se passe au niveau corporel. Donc c'est l'idée aujourd'hui de regarder la nutrition mais de manière globale, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en général quand on a un problème nutritionnel ? On va voir un nutritionniste, on va voir un diététicien, on va voir un médecin. Là, c'est l'idée aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez moi quand j'ai une difficulté nutritionnelle, c'est-à-dire ma relation à ce que je mange. Et puis, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps aussi quand je me nourris mal. Et quand on s'intéresse à cette combinaison-là, on trouve des pistes intéressantes. Et donc la nutrition est étroitement liée donc, au côté psychologique et aussi au côté neurologique, le cerveau aussi. On a souvent tendance à l'oublier. En fait, tout est lié. Et c'est ce que j'ai appris avec cette approche de la psychoneuronutrition qui vient d'un médecin, Eric Braverman, qui dans les années 96, donc c'était il y a plus de 30 ans, a créé un autodiagnostic et a montré qu'effectivement, tous ces éléments-là étaient liés. C'est-à-dire le côté psychologique, le côté corporel et l'alimentation, la nutrition, tout ça est lié. C'est-à-dire que, prenons un exemple, une personne qui n'a pas une belle estime d'elle-même, donc au niveau psychologique, il y a une forme de déséquilibre, cette personne-là, elle va mal manger puisqu'elle n'a pas une belle estime d'elle-même. Une personne qui, au niveau corporel, je ne sais pas, au niveau a une relation à l'alimentation qui n'est que purement alimentaire, c'est-à-dire qu'il mange parce qu'il faut manger, sa nutrition ne va pas être terrible. Et donc tout va avoir un lien... tout va se relier en fait. Donc vous nous aidez vraiment à différencier nos envies en fait de nos besoins. Alors oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est que souvent on mange avec une forme d'envie. C'est-à-dire, tiens, j'ai envie d'aller manger ou j'ai envie de manger quelque chose. Mais il y a comme une forme de... Comment dire ? Il y a un mensonge derrière ça. Parce qu'on écoute l'envie et non pas le besoin. Et l'idée, c'est d'aller chercher quel est le besoin qui se cache derrière l'envie. À un moment donné, comme je te donne un exemple, j'ai besoin d'un carré de sucre ou d'un carré de chocolat. Oui, par exemple. Oui, ça arrive souvent. Et qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat dont j'ai besoin, dont mon corps a besoin. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il s'agit de se mettre non plus à l'écoute de ce qui se passe dans sa tête, dans son mental, mais aussi d'aller chercher et se dire, tiens, c'est peut-être mon corps qui a besoin de ça. C'est peut-être lui qui, je sais pas, il y a peut-être des cellules, il y a peut-être quelque chose au niveau du cerveau, au niveau neuronal que le chocolat contient. Qui déclenche. Voilà, et on sait que le chocolat contient des choses qui sont importantes pour le cerveau, qui va faire que je vais avoir besoin de ça. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'à ce moment où il y a ce message d'envie, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est déséquilibré et l'alimentation va servir à rééquilibrer tout ça, la bonne alimentation. On a un premier appel, on a Recel depuis le Tampon. On vous écoute pour votre question pour Ingrid Maceo. Oui, bonjour. À toutes les deux. Bonjour. Donc, ma question est la suivante. J'ai entendu dans un reportage que les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, dans un souci de vivre en harmonie avec les 5 éléments, en fait, par rapport à ce qu'ils disent, consommaient leur propre urine. Je voulais savoir si vous aviez quelques notions à ce sujet, puisque ceci prouve que le fait de boire leur propre urine serait bénéfique pour leur santé. D'ailleurs, apparemment, il n'y aurait pas que les Indiens d'Amérique qui, font ça au niveau traditionnel. Et il y aurait donc également des Occidentaux qui seraient adeptes d'une telle pratique. Donc, si Mme Maceo avait j'aimerais qu'elle nous éclaire un peu sur ce sujet. On vous écoute. Alors, merci, au revoir. Merci à vous. La question est intéressante dans le sens où ça me permet de dire quelque chose qui est pour moi très important. Quand on s'intéresse à bien manger, quand on s'intéresse à bien aller, ce qui est important, c'est pas ce que les autres disent, c'est pas ce qu'un tel nous dit là-bas. C'est quand on se met à l'écoute de soi qu'on va avoir déjà des informations qui sont essentielles. Comment je m'en suis rendu compte ? Déjà, en le faisant sur moi, j'ai essayé des centaines de régimes pour aller mieux. Il n'y a rien qui marche. Alors, c'est pas parce que quelque chose marche là-bas ou marche pour une personne que ça va marcher. Alors, si ça intéresse ce monsieur de tester, et justement, moi, j'encourage, testons et évaluons
les choses et tirons des conclusions et regardons ce que ça nous fait à nous. Si ça marche pour cet homme-là, il aurait vraiment tort de s'en priver. Voilà, Russell, pour la réponse d'Ingrid. Et moi, j'avais une question notamment sur... pour savoir, voilà, imaginons qu'on vienne vous voir parce qu'on a un problème de nutrition, on a du mal à perdre du poids par exemple. Concrètement, comment ça se passe pour la première séance? Comment ça se passe? Parce que ça reste assez flou, c'est psychologie, nutrition, il y a beaucoup de conseils. Ça reste très flou. Expliquez-nous comment ça se passe concrètement. Et parce que je vais avoir un regard à 360, l'idée étant de me dire que la personne qui vient avec un problème de nutrition, il y a peut-être autre chose qui est déréglée ailleurs. Donc, on va aller voir différents aspects de qu'est-ce qui se passe déjà, quelle est sa relation qu'elle a avec ce qu'elle mange et qu'est-ce que ça lui apporte et qu'est-ce que ça lui procure comme avantage quand elle mange comme ça et qu'est-ce que ça lui procure comme inconvénient quand elle mange comme ça. Donc l'idée, c'est de mettre les gens en situation de s'interroger sur ce qu'ils font parce qu'on mange tellement machinalement. Oui. Il y a des habitudes, c'est ça. Il y a des habitudes qui sont devenues il y a tellement des d'inconscient. horaires. C'est ça. L'idée, c'est de reprendre conscience. Donc, on remet du conscient dans ce qu'on fait, on remet du conscient dans l'alimentation, on remet du conscient dans ce qui se passe chez soi quand on mange. Et on va avoir un certain nombre de réponses qui vont être intéressantes. Donc, moi, mon travail de coach, c'est tout le questionnement qui va interroger la personne sur la relation qu'elle entretient aux choses. Et peut-être à l'aider à changer de regard sur ce qu'elle vit. C'est-à-dire que à un moment donné, elle va voir les choses d'une certaine manière qui ne sont pas bonnes pour elle. C'est-à-dire la vision qu'elle a de la situation-là n'est pas celle qui est bonne pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne se fait pas du bien en regardant les choses comme ça. Et donc le coaching va aider à ce qu'elle fasse une forme de recadrage. Et donc elle va regarder sa situation sous un autre angle. Du recul aussi. Tout à fait. J'imagine. Ça peut être du recul, ça peut être tout un tas de formes, d'approches différentes qu'elle va avoir d'une situation. Mais l'idée, c'est de l'aider à aller dans ce niveau de conscience. Un des travaux qui est vraiment quelque chose qui est vraiment important, c'est la relation aussi au corps, puisque quand on parle d'alimentation, ça passe aussi par le corps. Bien entendu. Effectivement. Nous avons une deuxième question. Cette fois-ci, on va du côté du Nord avec Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. J'aimerais poser une question concernant, est-ce que vous pensez que c'est lié dans les cas d'allergie chez les nourrissons? Je prends l'exemple par rapport au gluten et le lait. Il y a de plus en plus de nourrissons qui sont allergiques au lait. Donc, est-ce que vous pensez déjà des petits, c'est lié à la nourriture? Même si les personnes, sachant que les tests chez les nourrissons, on ne peut pas le faire, c'est plus tard. Oui, c'est compliqué, Donc, effectivement. comment réagir? Et chez les adultes également, est-ce que les personnes qui sont, je veux dire, à un bon rapport avec la nourriture dans un milieu sain, qui font des allergies alimentaires entre autres, est-ce que c'est 99% psychologique? Donc on a deux questions, Il y a deux questions en Ingrid. une, mais la réponse va toujours être, va être la même, c'est-à-dire que dans le côté allergique des choses, il peut y avoir un travail, une recherche sur ce que raconte cette maladie-là. Il y a un message derrière cette maladie-là. C'est le Oui, une corps. allergie, c'est une réaction. En tout Voilà, cas, il y c'est a le une corps qui réaction, rejette voilà. un aliment. Voilà. Ou, voilà. Alors, il n'est pas rare quand on pose une question à la personne, quand est-ce que c'est déclenché cette allergie? Qu'est-ce que vous viviez à ce moment-là? Et qu'elle fasse du lien entre la survenue de cette réaction allergique avec quelque chose qu'elle était en train de vivre et qui n'était pas forcément bien vécu pour elle. Ouais. Voilà. Donc ça parle d'un mal-être à un moment donné qui se situe. Mais dans l'allergie, il y a aussi l'idée de quelque chose qui est à l'intérieur, qui combat quelque chose d'autre en fait. D'accord? Et donc comme une forme d'agression, il y a quelque chose qui est vécu d'agressif. Et ça parle de quelque chose d'intérieur et d'extérieur aussi. Et je pense qu'effectivement, c'est quand elle parlait d'environnement, bien entendu que je pense que l'être humain, il est comme une plante en fait. Il peut être impacté par des facteurs extérieurs, tout comme il va être impacté par des facteurs qui sont internes à lui. Donc l'idée, c'est de ne plus dire... il faut qu'on arrête de séparer les choses. Il faut qu'on arrête d'être dans une logique, c'est l'un ou l'autre. C'est l'autre, ouais. Il faut qu'on arrive à se dire, allons regarder ma situation sous différents angles. Voilà. Très bien, Ingrid. Donc on a une autre question, toujours du côté du Nord. On est à Saint-Denis et c'est Nicole qui nous a rejoint. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Votre question pour Ingrid, on vous écoute. Alors, la question, ce serait, des fois, j'arrive pas à comprendre, j'ai envie de manger, mais j'ai l'impression que je n'ai pas d'arrêt. Mon estomac continue à en vouloir encore, même si j'ai beaucoup mangé.
Et des fois, je me pose la question, est-ce que j'ai un souci à l'estomac? Et ça m'inquiète. Très bien, Nicole. Donc Ingrid va répondre à votre question. On en parlait tout à l'heure, c'était les envies et les besoins. C'est un peu ça, ça se rejoint? Oui, Oui, tout à après, fait. voilà, je suis quelqu'un de très stressé. C'est vrai que j'ai tendance à piocher dans les trucs qui sont sucrés. Mais j'ai déjà fait plusieurs régimes. Mais voilà, quoi. Je suis un peu désespérée, comme on dit. Ingrid a-t-elle la solution? On vous écoute. J'ai pas de solution, j'ai une image. Ah, J'ai on une vous image. écoute. L'image, c'est qu'une personne qui va manger dans ce cas-là, elle mange pour... c'est comme si c'était pour compenser ou pour apaiser. C'est-à-dire que on mange pas pour la bonne raison. On mange pas pour se nourrir et apporter les nutriments à son corps. On mange parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer à l'intérieur. D'où l'importance justement de faire un travail là sur le plan un peu plus psychologique et de voir qu'est-ce que cette personne mange. Est-ce qu'elle essaie pas justement de manger son stress? Ben oui, totalement. Et que On essaie de le combler avec du sucre. Elle a du mal à le gérer, ce stress. Il est tellement fort, tellement présent qu'elle a l'impression, mais là encore c'est le mental qui ment d'ailleurs. C'est le mental qui lui dit mange-le ton stress parce que comme ça tu réussiras à le faire disparaître. Mais c'est faux. Donc il faut changer de regard sur ça. Et se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ce stress? D'où le travail, non pas sur la nourriture cette fois-ci, mais sur ma gestion du stress, pour réussir à changer la façon dont je vais me nourrir. On a un autre appel, cette fois-ci du côté de Saint-André, et c'est Joël. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Votre question pour Ingrid Maceo. Bonjour à tout le monde sur le plateau. J'ai un problème avec mon fils, 3 ans et demi, 4 ans. Il ne mange pas correctement. Il aime plus les sucreries et en termes de repas, donc c'est très difficile. Il n'accepte pas ce qu'on lui donne. Alors Ingrid? Alors, moi j'aurais tendance à vouloir savoir comment est-ce que cet enfant a été amené à se nourrir. Et je pense que le travail qui est à faire n'est pas seulement autour de l'enfant. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il a cette nourriture-là? On le sait, enfin. On sait comment il faut se nourrir globalement. Et qu'est-ce qui fait que pourtant on n'y arrive pas ou on ne permet pas à nos enfants de se nourrir correctement? Et la psychoneuronutrition, ça peut aussi s'appliquer aux jeunes enfants, justement, comme le disait ce monsieur? Ben oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans la psychoneuronutrition, il y a l'idée qu'on a un terrain épigénétique. C'est-à-dire que la façon dont nous nous alimentons ne dépend pas seulement de la vie que nous avons là, forcément, mais dépend aussi de ce qui s'est passé au niveau génétique, de ce qui s'est passé de la façon dont nos ancêtres aussi se nourrissaient. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération, au final. C'est ça, il y a une multitude, c'est vraiment multifactoriel. Donc on ne peut pas avoir un regard, justement, c'est le but de mon intervention, c'est de proposer aux personnes d'aller se chercher, d'aller se découvrir, d'aller se regarder sous différentes facettes. Et quel message vous voulez passer aux personnes qui culpabilisent quand elles mangent, justement, quand elles sont en train de faire un régime, et souvent, voilà, on a fait le petit pas de trop, on a un petit peu trop mangé, on culpabilise. Qu'est-ce que vous dites à ce genre de personnes? Il y a deux formes pour moi de culpabilisation. Il y a la première, c'est je mange, et pourtant je sais qu'il ne faut pas que je mange ça. Je mange. Donc là, au-delà de la culpabilisation, c'est que j'ai une forme d'auto-sabotage, quoi. Je me fais du mal à moi-même. Donc, une personne qui est dans cette forme de culpabilisation, elle doit réapprendre à s'aimer, c'est-à-dire à travailler tout ce qui est estime de soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'elle se fait du mal comme ça, premièrement. Et l'autre culpabilisation, elle vient là. Donc ça, c'est une forme de culpabilisation qui est à l'intérieur. Et puis, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que quand je regarde cette pub-là, j'ai envie de manger ce truc-là. C'est pas bon, mais voilà. Donc, il y a quelque chose aussi qui parle de notre environnement, qui est extrêmement, difficile à maîtriser. On est tenté par cette société de consommation, à essayer ci, à goûter ça, etc. Donc, et en plus, il y a la société derrière qui entretient aussi cette relation à l'image qui va découler de je mange bien, donc voilà le corps que j'aurai et l'image que j'aurai, et puis je mange mal, voilà le corps que j'aurai. Donc je pense qu'il y a à s'écouter. Je renvoie encore à ça. Le message, c'est on s'écoute soi, on rentre à l'intérieur de soi et on va trouver des réponses, mais elles sont à l'intérieur de soi. Elles ne sont pas dehors, elles ne sont pas chez les autres.
Donc dernière question, ça fait à peu près 1 an que vous êtes spécialisé en tant que coach psycho-neuronutrition. Il y a un véritable marché, on va dire, ici à La Réunion. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir ou ça arrive doucement, on va dire. Alors justement, quand j'ai été formée l'année dernière, Martine Lazos, donc, qui est neurocoach, qui est venue amener cette approche-là ici. À travers son intervention, je me suis rendu compte que nous, les praticiens, les coachs, les nutritionnistes, les diététiciens, on a justement cette approche qui est séparée des choses. Et elle, ce qu'elle nous propose, c'est d'apprendre, quel que soit notre niveau de connaissance, quels que soient nos outils, quelle que soit notre approche, d'apprendre à ouvrir un peu notre regard sur quelque chose de plus global, c'est-à-dire d'être à la fois à l'écoute du corps. Donc le corps, c'est l'alimentation et puis le côté nutritionnel des choses. C'est-à-dire quand je mange, je m'alimente pas, je me nourris. C'est-à-dire que mes aliments vont être transformés en nutriments nécessaires à la santé du corps. Donc à partir du moment où je change la façon dont je vois l'alimentation, je mange pas parce que c'est l'heure de manger. Je mange pas parce que j'ai faim comme ça. Je mange parce que mon corps a besoin à un moment donné de nutriments pour durer et pour vivre. Donc, on change sa relation à la nutrition et donc, c'est ce qu'elle nous propose. D'ailleurs, elle sera là en septembre. Elle revient à La Réunion faire une formation. Elle va à la fois former des personnes qui ont envie de réapprendre justement à intégrer, à s'écouter eux-mêmes et à intégrer à la fois, tiens, qu'est-ce qui se passe chez moi quand je mange ça ? De quoi ça parle ? Et puis, qu'est-ce que mon corps me dit quand il me dit ça ? Et c'est apprendre à mieux se nourrir. À mieux se nourrir, à mieux se connaître. Surtout. Pour mieux se nourrir. Merci Ingrid Maceo d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs. C'est ainsi que s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site lapremière.re. Ce soir à 19h pour vous informer, Sophie Gastrin. Très bon après-midi sur Réunion La Première. L'information continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr.